Centrophos, c'est un réel plaisir de vous accueillir ce soir pour cette conférence de Laurent Hott, et c'est un réel plaisir d'accueillir Laurent Hott pour partager avec nous ses réflexions autour de la relation et de la proximité dans le travail éducatif. Et on a vraiment, la préparation de cette conférence a été une collaboration entre les aides et le service d'accueil de jour, et c'est vraiment un plaisir puisque cette collaboration elle porte ses fruits, puisque les participants, enfin vous êtes des professionnels qui travaillaient soit dans les structures d'accueil de la ville de Lausanne ou du canton, et des étudiants. Donc voilà, c'est un plaisir de créer des liens et des ponts comme ça entre les personnes qui sont sur le terrain et les personnes en formation. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste Dumas qui va vous dire quelques mots. Voilà, merci Claude, bienvenue à tout le monde. C'est assez surprenant d'être ici parce qu'en fait, la première école que j'ai fréquentée, c'était le Belvédère. Ça me paraissait très loin et tout à coup, c'est extrêmement proche. Ça veut dire que, voilà, cette situation, cette scène, ce lieu, on a l'impression qu'on a pris un petit peu de distance et puis, au fond, ben voilà, c'est enfoui à quelque part, mais d'une certaine manière, avec une certaine immédiateté, on est replongé dans cette actualité. Bienvenue, Monsieur Hott, on ne se connaissait pas, on a discuté quelques secondes, on s'est trouvé plein de ponts, de points communs. C'est la deuxième fois que vous venez chez nous, c'est la deuxième fois qu'on risque la neige. Oui, c'est vrai. La première fois, on a fait plus que la risquer, parce que vous êtes resté bloqué sur un quai à Paris. Mais elle était chez nous. Hein. Oui. Elle était chez vous, oui. pour une fois. Voilà. Oui. Cette fois, elle est vraiment chez nous. Bienvenue, on est content de vous avoir. On est content d'avoir pu finalement organiser cette rencontre avec la ville de Lausanne, avec la cellule. Je vous présente en deux mots Monsieur Hott, qui est éducateur, je pense fondamentalement et essentiellement et de manière très identitaire, enseignant également. Docteur en philosophie, chercheur en travail social, et puis vous avez créé une association qui fait du travail de rue, enfin du travail de proximité, et tout à l'heure vous allez nous entretenir un peu sur ce thème de la distance et de la proximité. Personnellement, je trouve que c'est une notion complexe, je me réjouis de vous entendre sur cette notion, une notion complexe, puisque dans le cadre soit des supervisions, soit des cours d'analyse de pratique qu'on réalise, on voit bien que d'une certaine manière, on se plonge, on s'approche, on va très près des situations pour prendre un peu plus de distance. Et je dirais, c'est pas un mouvement qui s'oppose. Parfois, c'est vraiment un mouvement qui est en synergie complète et à la fois de la notion de la distance et à la fois de la proximité. Donc, je me réjouis à la fois de vous entendre et puis de poursuivre l'échange demain à l'école, puisque vous nous faites l'amitié et le plaisir de venir partager aussi une séance de travail. On se réjouit. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très bonne soirée. J'espère que vous prendrez intérêt aussi à écouter cela. La conférence va être filmée, le DVD, ou je ne sais pas sous quelle forme ça se présentera, sera à disposition également du CRED si vous souhaitez reprendre l'une ou l'autre partie ou l'un ou l'autre thème avec vos équipes. Voilà, sans plus attendre, je vais vous passer la parole et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci. Alors, je vais peut-être le prendre, ce sera peut-être plus simple. Bien, bonsoir à tous et toutes, parce que le public est quand même plus féminin, mais ça, j'ai l'habitude dans le domaine de la petite enfance. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et je remercie la ville de Genève et je remercie les aides pour cette invitation. De Lausanne. Excusez-moi, c'est un côté parisianiste, désolé. Voilà. Paris tout est proche. Voilà, vu de Paris, tout paraît proche. Puis la dernière fois j'étais à Genève, alors voilà, je suis peut-être un peu perturbé. Donc le sujet qu'on m'a demandé de traiter ce soir est un sujet qui est toujours un petit peu compliqué, car c'est un sujet finalement qui n'a pas beaucoup été réfléchi, qui n'a pas beaucoup été travaillé. La question de la distance, la question de que faire de la distance, on voit bien qu'elle est partout. Moi qui ai été formateur en travail social, qui ai pu justement suivre et accompagner des étudiants dans le développement de leur professionnalité, les questionnements qui se posaient sur leur travail, j'ai bien vu comment pour eux, toujours avec beaucoup d'inquiétude, se posait la question de se trouver touchés. Et comment le fait de se trouver touché par les situations qu'ils rencontraient, de se trouver touché par les personnes, pouvait provoquer des réflexes de justement vouloir aller en arrière, de vouloir se dégager, et puis surtout l'impression que finalement ce ne serait pas très professionnel.
et que le fait de se sentir proche, que le fait de se sentir touché, de se sentir impacté par les relations que nous avons avec les enfants, mais aussi avec les parents, eh bien, le fait de ressentir cela ne nous paraîtrait pas très professionnel et nous ressentirions le besoin de le mettre à distance, alors ou bien à distance avec analyse, ou bien à distance évidemment en prenant une posture de professionnel qui se met un peu sur un piédestal, ou bien justement en prenant du large, c'est-à-dire en reculant, voire même en fuyant la situation et en allant voir ailleurs. Donc le fait que l'ensemble de ces situations aujourd'hui posent problème m'amène à m'y intéresser et à vouloir essayer avec vous d'y voir et d'essayer d'y comprendre quelque chose. Parce que vous voyez bien que le phénomène est double, c'est-à-dire que peut-être jamais autant qu'aujourd'hui on a ressenti un tel besoin de proximité dans une société très individualiste, dans une société de solitude, dans une société où finalement nous sommes de plus en plus enfermés dans des destins complètement personnels, dans une société où on nous responsabilise, c'est-à-dire où finalement nous devenons responsables de nous-mêmes, nous devenons constructeurs de nous-mêmes, ingénieurs de nous-mêmes. Nous voyons bien que effectivement nous sommes à l'inverse, en quête et en grand besoin de proximité. Ce besoin de proximité, nous le retrouverons peut-être par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par l'intermédiaire de tout un tas de phénomènes sociologiques dans lesquels nous pouvons nous reconnaître. Et en même temps, nous voyons que jamais nous n'avons aussi été dans une telle société de la distance, dans une telle société où finalement le travail de la relation avec l'autre va se concentrer sur des projets, va se concentrer sur de la contractualisation, va se concentrer sur des processus, sur des techniques et des choses finalement relativement froides. Alors pourquoi y a-t-il cette confusion? Pourquoi y a-t-il à la fois cette aspiration à la distance et en même temps ce refus, cette aspiration à la proximité et en même temps ce refus de la proximité, ce grand besoin de distance et en même temps ce désir de s'en passer? Bien, il me semble à moi que c'est dû au fait que nous sommes dans une société qui change fondamentalement. Nous sommes dans une société qui mute fondamentalement et nous nous trouvons aujourd'hui à la lisière de deux mondes. Alors, quand je vais vous exposer cela, j'ai bien conscience que les réalités françaises et suisses ne sont pas forcément les mêmes, et peut-être qu'ensuite, dans un deuxième temps, quand nous débattrons, nous pourrons justement mettre un petit peu en lumière et en dialogue cette divergence. La plupart de nos professions, que ce soit les professions de l'éducation spécialisée ou de l'éducation de la petite enfance, se sont développées dans la période qu'on appelle en France les 30 glorieuses, c'est-à-dire une période de progrès social, une période d'enrichissement, une période dans laquelle la société connaissait une forme de sécurité. Les 30 glorieuses en France, c'est la période dans laquelle, y compris les classes populaires, les classes ouvrières, les classes paysannes, pouvaient connaître une forme de prospérité, de progrès. C'était une période dans laquelle on avait confiance dans l'avenir. Une période dans laquelle on avait foi dans ce qui pouvait advenir. C'était une période de forme de cohésion. Or, c'est à cette période-là que se sont développés la plupart des courants qui inspirent encore aujourd'hui nos professions et nos métiers. La psychanalyse, par exemple, qui est un courant sur lequel on va revenir, nous incite fondamentalement, et elle n'est pas à rejeter pour autant, mais aujourd'hui on pourrait peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à cela, justement, elle nous incite fondamentalement à nous poser toujours la question de la place. C'est-à-dire que cette période des 30 glorieuses, c'était une période finalement dans laquelle toutes les choses avaient une place. Toutes les choses étaient structurées. Nous avions une famille patriarcale, on commençait à la remettre en cause. Nous avions une société avec des classes sociales qui étaient bien repérées. Nous avions des identités individuelles et collectives qui étaient bien ancrées. Et finalement, la plupart des problématiques que nous avions, c'était plutôt des problématiques de positionnement et de place. Et c'est à cette période-là que s'est développée, dans le courant du travail social, cette référence finalement à cette idée que quand il y a un problème avec un enfant, c'est peut-être parce que l'enfant ne serait pas à la bonne place. Il ne serait pas à sa place d'enfant. Le parent ne serait pas à sa place de parent. Le père n'aurait pas pris toute sa place. La mère ne se serait pas mise en place de mère. Vous voyez, ce raisonnement sur la place, c'est quelque chose qui est typique justement de la pensée inspirée par la psychanalyse dans une société
dans une société de progrès, dans une société aussi extrêmement bien repérée. Mais la société a changé. En particulier, quelque chose qui a fondamentalement changé dans la société, je parle ici de la société française, c'est que tout au long, à partir de la fin des années 60 jusque dans les années 90, nous avons vu la destruction en France de ce que l'on pourrait appeler les milieux sociaux et éducatifs. En France, nous avions 3 milieux sociaux. Nous avions le milieu paysan, le milieu ouvrier et le milieu bourgeois. Ces milieux sociaux étaient également des milieux éducatifs. C'est-à-dire c'était des milieux dans lesquels les enfants étaient élevés d'une façon qui était propre à chacun de ces milieux. Par exemple, le milieu paysan réunissait des enfants qui connaissaient une véritable continuité dans leur existence. C'est-à-dire ils participaient, ils connaissaient une famille qui était aussi une cellule d'exploitation, une cellule de production. Ils vivaient au contact de leur père, PAIRS, ils étaient au contact de plein d'autres enfants du même milieu, ils étaient dans une forme de stabilité, ils allaient dans les mêmes classes, ils grandissaient avec les mêmes enfants, ils avaient le même destin. Ils faisaient l'expérience, d'une certaine façon, qu'ils étaient de même nature que les autres. On était dans une forme de cohésion et les enfants pouvaient se repérer les uns par rapport aux autres, les grands initiant les petits, les enfants vivant dans une société enfantine parallèle, assez proche de celle des parents et toujours en lien avec eux. Or, ce milieu paysan, en France, il a disparu au cours des années 60 et 70. Il a été remplacé par presque rien, c'est-à-dire il reste aujourd'hui des exploitants agricoles, mais il n'y a plus de paysans au sens de vivre la paysannerie, au sens de vivre, que la famille est une cellule de production et que tout le village est ainsi constitué. Ce milieu a disparu. Il y avait en France un milieu ouvrier qui était très fort. La France était une terre d'industrie. Il y avait des grandes industries, automobiles, charbonnage, sidérurgie, textile. Et ces industries avaient été d'une certaine façon l'employeur, étaient le lit de toute une classe ouvrière qui était extrêmement structurée. Ces classes ouvrières, elles avaient créé leur propre structure également pour élever les enfants. C'est pour ces classes ouvrières-là qu'on avait créé les premières colonies de vacances, qu'on a créé les cantines, qu'on a créé les patronages qui sont ensuite devenus des centres de loisirs. Autour de ces enfants d'ouvriers s'est développé le courant de l'éducation populaire. Ces enfants d'ouvriers faisaient aussi l'expérience qu'ils étaient tous de même nature. Ils avaient une identité collective forte. Cette identité collective était une forme de proximité autour d'eux des autres. Or, cette classe ouvrière, en France, elle a été détruite à partir à la fin des années 70, avec la liquidation de la sidérurgie, du charbonnage, et les dernières grandes industries françaises n'en finissent pas de fermer les unes après les autres, et le milieu ouvrier a disparu, il a été remplacé par le précariat. On est passé le milieu ouvrier au précariat. Donc vous voyez, il y avait en France 2 grandes classes sociales importantes, qui étaient structurées, dans lesquelles les enfants, et qui étaient structurées de telle façon que les enfants puissent grandir en leur sein en ayant des repères, en pouvant suivre la voie de leurs aînés, en étant dans une idée de continuité avec leurs parents. C'était un milieu dans lequel les enfants pensaient, pour la plupart, qu'ils reprendraient, qu'ils resteraient dans la même classe sociale, qu'ils auraient le même destin que leurs parents, seulement ils l'auraient en mieux grâce au progrès social. Et puis voilà que ces 2 classes sociales n'existent plus et qu'elles ont été atomisées. Il y avait en France une 3e classe sociale, la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, elle avait sa propre manière d'élever ses enfants qui est tout à fait différente. La bourgeoisie, elle a beaucoup fait appel à la sous-traitance. D'abord, d'une part, évidemment, passer par les nourrices, mais très rapidement aussi, les enfants partaient en internat, puis très rapidement aussi, ils partaient faire des séjours à l'étranger, puis très rapidement aussi, ils allaient étudier ailleurs. La classe bourgeoise, elle a sa propre tradition pour élever ses enfants. Et cette classe bourgeoise, aujourd'hui, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle est même la seule qui reste. Elle est même la seule qui reste avec une conscience de classe. C'est-à-dire que les enfants de la bourgeoisie sont peut-être les seuls aujourd'hui en France à avoir conscience d'appartenir à une même classe, à être de même nature que les autres enfants du même milieu. Mieux, cette conscience s'est internationalisée.
Ces enfants de la bourgeoisie ont le sentiment de vivre la même vie, dans les mêmes conditions, avec la même vision du monde que les enfants de la bourgeoisie du monde entier. Ils les retrouvent d'ailleurs de pays en pays en faisant leurs études. Ils se croisent dans des stages internationaux, dans des missions humanitaires. Et finalement, ils peuvent faire l'expérience qu'ils appartiennent bel et bien à une grande identité collective. Ils peuvent même faire l'expérience de la solidarité entre eux, chose qui aujourd'hui ne peut plus se faire dans les milieux précaires. Nous sommes donc passés d'une société extrêmement structurée à une société qui s'est beaucoup déstructurée. Il y a eu la perte de ces milieux sociaux. La perte de ces milieux sociaux, et en particulier des milieux liés à la paysannerie et au monde ouvrier, ont amené au développement de la précarité, du précariat, de phénomènes urbains que nous connaissons bien. Moi, je travaille dans une ville de banlieue, à 15 km de Paris, à Longjumeau, dans un quartier grand ensemble, qui concentre la moitié de la population sur 20% du territoire. Mais des villes comme la mienne, il y en a plein. Des quartiers comme celui où je travaille, aujourd'hui, il y en a plein. Et les phénomènes qui s'y développent sont des phénomènes que nous pouvons rencontrer dans de très nombreux endroits. C'est-à-dire, c'est des phénomènes d'isolement, de solitude, de précarité. La croyance dans le progrès a été remplacée par la nécessité du changement. Aujourd'hui, il fut un temps, dans les années 60-70, les gens croyaient au progrès. Ils croyaient que demain allait être meilleur qu'aujourd'hui. Ils croyaient que leur destin allait être meilleur que celui de leurs parents. Ils croyaient que leurs conditions d'existence et de vie allaient être meilleures que celles qu'avaient connues leurs parents. Il y avait une croyance spontanée dans le progrès à la fois humain, économique et social. Aujourd'hui, cette croyance a disparu. La plupart des gens, une majorité de gens, pensent au contraire que les choses vont devenir de pire en pire. Ils pensent au contraire qu'ils auront probablement des conditions d'existence souvent moindres et souvent moins faciles que celles qu'ont connues leurs propres parents. Mais par contre, nous vivons dans une société qui nous impose un changement perpétuel. Nous devons sans arrêt nous adapter à des changements de technologie, des changements de paradigme, des changements de méthode. Vous voyez, on a remplacé le progrès par le changement. On a remplacé le salariat et la classe et la condition de classe par le précariat. Le précariat, c'est cette situation, c'est un concept qui avait été développé par Robert Castel. Le précariat, c'est justement la situation de toute une classe populaire qui ne bénéficie plus, pour lesquelles le mot métier n'a plus de sens. Vous voyez ? Quand on est un précaire, le mot métier n'a pas de sens. On peut connaître des périodes d'emploi, on peut connaître des périodes de chômage, on peut connaître des périodes d'inactivité, on peut alterner des périodes où on travaille avec des périodes où on ne travaille pas. De très nombreux jeunes en France vivent comme ça. Ils vont travailler 1 an, ils vont bénéficier du chômage, ils vont faire autre chose, ils reviennent, etc. Le précariat, c'est justement cela. C'est justement ce qui arrive quand la notion de métier, quand la notion de carrière, n'a plus du tout aucun sens, comme elle en a de moins en moins dans notre société. Et donc, nous vivons dans cette situation de précariat. Cette situation de précariat a été accompagnée aussi par les mutations de la famille. C'est-à-dire, nous sommes passés d'une famille patriarcale, jusque dans les années 60-70, que nul ne regrettera, mais qui était particulièrement homogène, qui était particulièrement structurée, particulièrement repérable. Nous sommes passés de cette famille patriarcale à des formes différentes de famille. Pour s'adapter aux conditions de la vie moderne, les familles ont évolué, elles ont changé, elles ont éclaté. Nous avons vu le développement de la monoparentalité, nous avons vu le développement des familles recomposées et de toutes les tentatives que les parents et que les enfants, que les adultes font pour justement continuer à élever ensemble des enfants dans une société qui change, dans une société qui mute, et où justement les structures traditionnelles perdent petit à petit leur sens. C'est dans ce contexte-là qu'il faut essayer de comprendre l'attachement de nos professions à la question de la distance.
C'est-à-dire, vous voyez que ce sont des sociétés, que justement, c'était ces sociétés, elles étaient pleines de milieux dans lesquels il pouvait se développer des liens sociaux, des liens d'identification, des liens de vie en collectivité, et qu'aujourd'hui, ces liens ont disparu. Ce qui prédomine aujourd'hui dans la condition urbaine en France, c'est justement la difficulté de vivre ensemble, la difficulté d'habiter ensemble, la difficulté d'être au contact de ses voisins, la difficulté de pouvoir imaginer qu'on a les mêmes intérêts que les autres, la difficulté d'imaginer qu'on peut collectivement régler nos problèmes ensemble. C'est justement tout ça qui aujourd'hui est en difficulté. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de personnes qui s'auto-enferment, qui se replient sur eux, qui considèrent que la société est dangereuse, qui retranchent leurs enfants de l'espace public, qui les enferment dans les appartements, qui ont une certaine méfiance par rapport à tout ce qui est collectif et tout ce qui est proposé en dehors à leurs enfants par des gens qu'ils ne connaissent pas. Nous voyons un repli vers la sphère privée, un repli vers l'individualité et une peur généralisée de finalement tout ce qui est vie publique et collective. Un philosophe a essayé d'expliquer les tenants de cette tendance que nous subissons. Ce philosophe, il s'appelle Bernard Stiegler. Bernard Stiegler, il parle de prolétarisation. Il dit que finalement, tout au long du XXe siècle, eh bien, ce que les gens ont connu, et surtout les personnes de milieux populaires, ce que les gens ont connu tout au long du XXe siècle, c'est le phénomène de la prolétarisation. Et le phénomène de la prolétarisation, pour lui, c'est quelque chose qui se passe en plusieurs étapes extrêmement bien repérées. Dans un premier temps, les gens ont perdu le pouvoir de produire. Il n'y a plus d'ouvriers, ou presque plus. Il n'y a plus d'artisans, ou presque plus. Il n'y a plus de producteurs. La plupart des gens sont des agents. Des employés. Mais pas des producteurs. Que produisent-ils, au juste ? La première perte, pour la plupart des gens, ça a été la perte de la capacité de produire. Et voilà que les producteurs d'antan sont devenus des consommateurs. Quand on n'est plus producteur, on n'existe plus qu'en tant que consommateur. Et ça, c'est la première perte, la perte du pouvoir de produire. Pour Bernard Stiegler, il s'ensuit une deuxième perte, qui procède de la première. C'est la perte du pouvoir d'habiter. Quand vous ne pouvez plus produire, quand vous ne pouvez plus être acteur dans votre environnement, quand vous ne pouvez plus être entrepreneur dans votre réseau, dans votre milieu, eh bien, la deuxième perte qui arrive, c'est que quand vous n'êtes plus que consommateur, c'est que justement vous perdez le pouvoir d'habiter. C'est-à-dire que vous vous repliez sur des espaces de vie privés, mais finalement, en dehors de ces espaces de vie privés, il y a de moins en moins de vie sociale, de moins en moins de vie publique. Dans les quartiers, cette manifestation de la perte de la vie publique, de stérilisation de la vie publique en France, elle est relativement manifeste. Depuis une vingtaine, une trentaine d'années, il y a même des modes architecturaux, il y a même des modes de réhabilitation des quartiers populaires qui aggravent le phénomène. On va mettre des haies végétales partout pour qu'il n'y ait plus d'espace sur lesquels se retrouver et s'asseoir par terre. On va transformer les bancs avec des systèmes anti-SDF pour que personne ne puisse s'allonger dessus. On va vouer l'espace public à l'unique fonction de circuler, de telle façon qu'on ne puisse plus rien y faire d'autre que de passer sans jamais pouvoir y rester. Évidemment, tout cela se fait sur des motifs esthétiques. Les haies végétales sont jolies, la réhabilitation va reprendre les façades des immeubles, on va rajouter des portes à code, des portes à digicode, des portes magnétiques, et le quartier paraîtra coquet. Et on va y ajouter ce qu'on appelle la résidentialisation, c'est-à-dire on va faire en sorte que chaque cage d'escalier paraisse l'entrée d'un immeuble indépendant. On va rajouter des murs, on va rajouter des haies, de telle façon que finalement chaque cage d'escalier ignore la cage d'escalier d'à côté et que tout le monde ait l'impression de vivre un espace privatif. Ce phénomène urbain, cette tendance urbaine que tout le monde condamne,
parce qu'on sait très bien qu'elle provoque de la solitude, de l'enfermement. Tout le monde la condamne, mais on continue toujours, pour autant, à la réaliser dans la plupart des dispositifs de réhabilitation urbaine que je connais. C'est toujours dans cette tendance-là qu'on va, s'appelle la résidentialisation. C'est-à-dire que l'espace public devient un espace stérile, un espace dans lequel il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de vie possible, et donc ça devient aussi un espace menaçant, un espace qu'on ne connaît plus, dans lequel on n'a plus de repères, et un espace qu'on craint. Au fur et à mesure que la stérilisation des espaces publics s'est faite, et que la stérilisation des milieux sociaux s'est faite, nous avons vu monter un grand sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité en France a énormément monté entre les années 90 et les années 2010, et a amené des conceptions sécuritaires de l'espace public. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les transports en commun en France, vous êtes bombardé d'informations. Attentifs ensemble. Surveillez votre voisin. Attention, des pickpockets sont en train d'opérer dans votre station. Les caméras vidéo sont légion. La vidéosurveillance est devenue une constante partout. Et finalement, nous sommes dans une posture où finalement l'espace public est toujours considéré comme un espace de menace. La rencontre paraît difficile et la vie collective paraît toujours difficile. Et à la limite, le bon espace, ce serait l'espace désert. Celui qui serait propre, vide, net, et qui ne ferait pas peur. Celui-là paraîtrait l'espace souhaitable. C'est la stérilisation, d'une certaine façon, de l'espace public. Cette mutation de la société a entraîné aussi le passage de la pauvreté à la précarité. Il y a toujours eu en France des milieux pauvres. Mais la précarité, c'est pas pareil que la pauvreté. La précarité, la pauvreté, c'est quand vous avez peu, dit Furtos. Et la précarité, c'est quand vous avez peur. Vous voyez la différence entre avoir peu et avoir peur? Il y a une lettre de différence. Et cette lettre, elle fait toute la différence. Celui qui a peu, rien n'indique qu'il ne peut pas vivre bien, qu'il ne peut pas vivre sa vie, qu'il ne peut pas se retrouver collectivement dans un milieu, y développer des relations sociales. Celui qui a peur, par contre, ne développera pas de relations sociales. Il va s'isoler, il va s'enfermer. C'est ce que Furtos appelle la tendance à l'auto-exclusion, à l'auto-enfermement. Ce Furtos, c'est un psychiatre qui s'intéresse à l'évolution des grands SDF, à l'évolution des personnes précarisées qui, justement, perdent petit à petit tout leur lien avec la société. Il décrit l'itinéraire du SDF. Il dit, Furtos, le SDF, la personne en précarité totale, va passer par 3 étapes. La première étape qui correspond à 3 pertes fondamentales. La première étape, c'est la perte de la confiance en soi. Quand on se précarise, la première chose qu'on perd, c'est la confiance en soi. On commence à penser qu'on est mauvais. Que ce qui nous arrive nous vient parce que nous ne sommes pas bons, parce que nous faisons les mauvais choix, parce que nous agissons mal, parce que nous ne sommes pas compétents, parce que finalement, on n'a jamais été bon à grand-chose. Il est très facile de perdre la confiance en soi, et c'est pour ça que Furtos dit que c'est la première confiance qu'on perd, quand on est confronté à la précarité. Et cette perte de la confiance en soi, c'est déjà un progrès, c'est déjà, dans le sens d'un recul, c'est déjà un progrès de l'exclusion, un progrès de la perte de la relation aux autres. Vous comprenez? Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas trop vers les autres. Vous voyez le progrès de la solitude, on perd la confiance en soi quand on est face à la précarité. Mais ça ne s'arrête malheureusement pas là, dit Furtos, parce que si le chemin de la précarité continue à s'accentuer, si rien ne vient modifier cette trajectoire, alors il va y avoir une deuxième perte de confiance. Et la deuxième confiance que nous allons perdre, c'est la confiance dans les autres. Après avoir perdu confiance en soi, on perd confiance en autrui. C'est-à-dire qu'on pense que les autres ne sont pas bons, qu'ils n'agissent pas dans notre intérêt, qu'ils ne font pas grand-chose pour nous, qu'ils ne peuvent rien, qu'ils sont nuls. Qu'ils sont nuls et qu'ils ne veulent pas notre bien. Et on ne peut pas avoir confiance en eux.
Et vous voyez que quand on progresse encore dans cette perte de confiance, on s'isole encore davantage. On est encore davantage perdu. Et la troisième confiance, que l'on finit par perdre, dit Furtos, et c'est la pire. C'est la confiance en l'avenir. Alors il faut bien comprendre ce concept de confiance en l'avenir. Quand Furtos dit qu'on perd la confiance en l'avenir, il ne s'agit pas de perdre la confiance que plus tard, je serai pilote d'avion de chasse ou je ne sais pas quoi, dans un avenir radieux ou merveilleux. Non, pour lui, c'est la perte de l'espoir qu'aujourd'hui peut m'amener quelque chose de bien. La perte de l'espoir que ce téléphone qui sonne chez moi ce matin pourrait être autre chose que des emmerdements. Pourrait être autre chose que quelque chose que je vais devoir faire ou qu'on va me reprocher de ne pas avoir fait, ou quelque chose qui va me renvoyer à quelque chose de désagréable ou de difficile. Pouvoir imaginer qu'il peut y avoir de la rencontre, de la surprise, du hasard, de l'étonnement dans ma vie. Et bien justement, la perte de cette troisième confiance, c'est quand le jour qui commence, on se dit qu'il ne peut rien, il ne peut raisonnablement rien, mais vraiment rien, nous amener de bon. Vous voyez ? Et ça, pour lui, c'est la fin du processus. Quand vous avez perdu la confiance en vous-même, la confiance en autrui, la confiance en l'avenir, et bien ça y est, vous êtes auto-enfermé. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Pas seulement pour vous démoraliser. En général, à l'issue de mes conférences, les thérapeutes et les vendeurs de Valium font des fortunes. Je ne le fais pas spécifiquement pour ça. Pourquoi je vous parle de ça? Surtout par rapport à la distance et la proximité, parce que vous voyez bien que c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que justement, qu'est-ce qui va pouvoir enrayer ces pertes de confiance successives? C'est la relation, c'est l'investissement affectif que le professionnel peut apporter à son usager. Usager n'a pas de sens, à son bénéficiaire, mais bénéficiaire n'a pas de sens non plus, mais à celui à qui il s'adresse. Vous voyez, il n'y a que l'engagement affectif, relationnel, professionnel. Il n'y a que cet engagement qui peut venir enrayer l'auto-enfermement, l'autodépréciation, l'autodévalorisation et l'auto-exclusion. Il n'y a justement que ça qui permet de le faire. Or, nous sommes encore beaucoup dans des concepts où finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, nous pensons que les problématiques qui affectent les enfants sont des problématiques d'un autre temps. On pense que s'ils ont des problèmes, c'est parce que le père manque d'autorité, parce que la mère est possessive ou abusive, parce que l'enfant est despotique, capricieux, tyrannique. On pense qu'il y a des enfants rois. On a des explications faciles qui s'offrent à nous, dont nous ne notons pas pourtant les pires contradictions. C'est-à-dire que ces enfants rois sont aussi souvent des enfants dans la réalité qui sont extrêmement, je dirais, blessés par leur vie quotidienne, blessés par tout ce qui leur arrive, blessés par ce qui est cabossé par la vie et cabossé par ce que vivent eux-mêmes et leur famille. Mais on continue à penser que c'est parce que c'est des enfants rois. Parce que nous tenons à garder ces schémas. Nous tenons à garder ces références d'un autre temps, de Maman Dolto, d'une autre période, ou de Papa Winnicott. Vous voyez, Papa Winnicott, Maman Dolto, tout ça. Voilà. S'ils font des petits, je ne sais pas. Mais on garde ces schémas. On y est particulièrement et extrêmement attaché. Parce que nous n'en avons pas d'autres. Parce que justement, nous nous accrochons à ces schémas, mais nous ne repérons pas que finalement, aujourd'hui, ils ont beaucoup moins d'impact. C'est-à-dire aujourd'hui, le problème, c'est pas que l'enfant n'est pas à la bonne place, c'est pas que l'enfant est tyrannique, c'est pas que la mère est abusive ou possessive, c'est pas que le père est absent ou, je ne sais pas, trop mou ou je ne sais quoi. Non, le problème aujourd'hui, c'est tout simplement est-ce que ces gens-là ont tout simplement une place, un espace pour vivre? Ont-ils seulement un espace pour exister? Ont-ils seulement un espace pour s'exprimer?
un espace pour être, pour habiter, pour avoir des liens sociaux. C'est dans la réalité que se jouent les problèmes, pas dans le symbolique. Nous avons été aussi, nous autres éducateurs, dans les années 80-90, nous avons été abreuvés à la sociologie façon Bourdieu sur les violences symboliques. Mais aujourd'hui, les violences, elles ne sont pas symboliques. Elles sont sociales et réelles. Elles ne se produisent plus dans les symboles. C'est les violences mêmes de la société. Chômage, précarité, sans-abrisme. Ce sont des dangers qui menacent, peut-être pas beaucoup, beaucoup moins en Suisse, j'en suis conscient, mais qui menacent et dont se sentent menacées de plus en plus les familles, y compris des classes moyennes en France. C'est-à-dire qu'on est passé du registre de la violence symbolique à la violence réelle. On est passé du registre à la question de est-ce que les gens sont à la bonne place, à la question de est-ce qu'ils ont tout simplement une place. Vous voyez, hein, les choses ont changé. Et donc la réponse, qui auparavant était la distance, elle n'est plus adéquate aujourd'hui. La réponse aujourd'hui, elle est la proximité. Je ne sais pas si vous connaissez Stanislas Tomkiewicz. Stanislas Tomkiewicz était un psychologue, psychiatre, d'origine polonaise, mais qui a vécu l'essentiel de sa vie en France, qui est mort, je crois, en 2003. Et Stanislas Tomkiewicz, c'est quelqu'un qui a développé toute sa vie une réflexion sur la question de la proximité relationnelle et éducative. Lui-même, il a connu une histoire assez singulière qui l'a profondément marqué, c'est qu'il est né dans le ghetto de Varsovie, quand celui-ci était encerclé par les Allemands. Il aurait pu connaître Korczak, puisqu'il était dans le même ghetto que lui. Korczak était vieux, et lui, il était tout jeune. Il avait 12 ans. Pendant qu'il était enfermé dans le ghetto de Varsovie, Tomkiewicz, il n'avait tellement aucun espoir dans ce qui était en train de se passer. Les gens mouraient de faim autour de lui. Il voyait les gens mourir. Lui-même pensait qu'il allait être tué ou mourir à son tour. Il a tenté 2 fois de se suicider. Il était complètement pris par des pensées négatives. À sa deuxième tentative de suicide, il rencontre un psychiatre qui lui dit « Si tu veux te tuer, tu sais, c'est pas la peine de te fatiguer, les nazis vont faire ça très très bien, hein, tu n'as qu'à les laisser faire, t'es pas obligé de faire le travail à leur place. » Et donc ça lui a fait l'effet d'un électrochoc, il a complètement inversé la tendance. Il s'est dit que plutôt que de se laisser aller à la dépression, mais toute sa vie il aura des tendances dépressives, plutôt que de se laisser aller à la dépression, il allait s'entraîner à survivre. Et voilà Tomkiewicz qui s'oblige à il raconte ça dans L'adolescence volée, un livre que je vous recommande. Tomkiewicz s'oblige à subir un entraînement, tout fatigué qu'il est, pour survivre. Il s'entraîne à sauter de plus en plus haut, sans se faire mal, sans se casser une jambe en retombant. Il s'entraîne à courir, il s'entraîne à résister et à survivre. Et effectivement, il sera raflé, entraîné dans les wagons, envoyé à Treblinka. Seulement lui, il est le seul de son wagon à avoir réussi à passer par le petit trou d'aération et à s'être tiré du wagon qui l'entraînait vers le camp de la mort. Et il sera le seul survivant de son wagon et un des seuls de sa famille. Et Stanislas Tomkiewicz va passer ensuite toute sa vie à réfléchir à la question de la violence sociale, de la violence que la société fait subir aux enfants et aux jeunes. Et il va réfléchir toute sa vie aux questions de suicide et de résilience. Lui-même est un résilient. Il travaillera beaucoup à la question de résilience. Et Tomkiewicz va s'occuper des adolescents les plus déstructurés. Il créera un foyer à Vitry, près de Paris, le CFJ. À la porte de ce foyer, il met une pancarte pour prévenir les jeunes qui rentrent dans le foyer. Leur marque, la prison c'est dehors. Et à l'intérieur du foyer, il y a marqué « Vous pouvez toujours fuguer, mais dites-vous bien, dehors c'est pire. » Et dans ce foyer, il y aura une très très forte proximité relationnelle, affective, entre éducateurs, entre enfants, adolescents, jeunes. Et ce foyer modifiera quantité de trajectoires. Tomkiewicz est celui qui est le père de ce qu'il appelle l'AAA,
Alors la A, c'est pas la notation des économies, c'est pas cette A-là, c'est une autre. C'est l'attitude authentiquement affective. Il pense que le professionnel, parce qu'il est professionnel, doit s'astreindre à avoir vis-à-vis des enfants dont il a la charge une attitude authentique et affective. C'est-à-dire doit s'astreindre à un engagement affectif. Vous voyez cette question de l'engagement affectif? On avait déjà des repères du côté d'Amy Pickler, souvenez-vous. Amy Pickler avait justement proposé cette notion paradoxale que l'engagement affectif, quand il est professionnel, ne crée pas de dépendance. Non seulement ne crée pas de dépendance, mais reconstruit la personne. Et donc, elle avait proposé ce concept bizarre de maternage professionnel. Et Tomkiewicz reprend ça. C'est-à-dire disant justement, il faut cette attitude authentiquement affective. Professionnelle, c'est quelque chose auquel je m'astreins, parce que justement, je travaille. Donc vous comprenez comment ça déplace les choses. Je ne suis plus en danger de m'attacher, comme on le dit fréquemment, comme on le dit couramment, à mon insu, parce que je serais débordé par ce que je suis ou parce que l'autre provoque en moi. Non, je m'astreins à justement développer une relation affective et éducative avec cet autre qui soit professionnel. Ce n'est plus à mon insu, je ne suis pas débordé par mes émotions, je les utilise. Vous voyez la différence entre les deux? On est dans quelque chose de complètement différent. On travaille son engagement affectif au lieu de le nier, au lieu d'en avoir peur, au lieu de le remiser. Et ça va déplacer complètement la question du privé et la question du public. Aujourd'hui, les professionnels qui disent qu'ils ne veulent pas rentrer dans la sphère privée des familles, des enfants, des personnes dont ils ont la charge, se préservent en réalité. Parce qu'en réalité, quand ils disent vouloir préserver cette sphère privée, c'est que surtout ils ne veulent surtout pas de voir de quoi elle est privée, cette sphère. J'ai connu comme ça, quand j'étais jeune instit, une collègue qui avait une classe de CE2, moi j'avais les CP, et j'étais jeune instit, donc ça voulait dire que je prenais mon travail très très au sérieux de préparation. Je le prends toujours très au sérieux, mais à l'époque, je corrigeais mes cahiers jusqu'à 19h, vous voyez, un truc. On fait ça quand on est jeune instit. Je faisais mes fiches de prep et tout ça, je préparais mes tableaux pour le lendemain. Résultat, à 19h, je sortais de l'école et je tombais toujours sur le même enfant, tout seul sur le trottoir. Il n'était pas de ma classe, il était de la classe de la collègue. Et en fait, tous les soirs, à 19h, il attendait sa mère qui peut-être viendrait. Peut-être, parce que des fois elle venait pas. Et du coup, des fois il se faisait ramasser par un voisin, parfois le gardien le prenait un peu chez lui en attendant très tard que la mère finisse par arriver. Et en fait, la maîtresse, l'institutrice, ne connaissait pas la situation. Elle n'était pas au courant, parce que comme ça se passait après l'étude, à 18h, elle était partie à 16h32, vous comprenez? Et donc, évidemment, elle ne voyait pas tout ça. Et je me souviens que le lendemain, quand je lui ai parlé de cet enfant, qui moi m'intriguait quand même, j'ai fini par aller voir cette maman, parce qu'en fait il y avait des solutions à trouver. Effectivement, cette mère était complètement débordée. Effectivement, il fallait trouver quelque chose. Il fallait trouver un arrangement avec une voisine, avec quelqu'un vers qui elle n'osait sans doute pas aller d'ailleurs. Il y avait quelque chose à faire. Mais je me souviens que quand j'en ai parlé à la maîtresse de cet enfant, elle m'a répondu d'un air très docte: je ne me mêle pas de la vie privée de mes élèves. Et ça, j'ai senti que quand elle m'a dit ça, c'était irrationnel, mais que ça n'allait pas bouger. Irrationnel mais inamovible, vous voyez. Quelque chose qui était de l'ordre de sa croyance dans son métier. Si je bougeais ça, elle ne savait plus quel métier elle faisait. Parce que justement, elle perdait ses repères. Donc, il y a effectivement aujourd'hui probablement à revoir les questions
de distance, de proximité. Plutôt que de parler de distance éducative, comme on nous y invite, comme nos référents théoriques, nos sources théoriques nous y invitent, on aurait intérêt à poser la question de la proximité éducative. Et non pas de se dire quelle distance m'est nécessaire, mais quelle proximité m'est nécessaire dans ma relation à l'autre. Qu'est-ce que j'ai comme proximité ? Aujourd'hui, qu'avons-nous de commun ? Quand j'ai commencé à vous dire les milieux sociaux disparaissent, vous voyez bien que c'est la question du commun qui disparaît. Si nous n'avons plus rien à nous dire, si nous n'avons plus rien à faire ensemble, si nous n'avons plus les mêmes référents, nous n'avons plus rien de commun, c'est justement parce que nous avons perdu ce commun. Et c'est ce commun qu'il faut reconstruire. Quelle proximité va me permettre de construire ce commun avec l'enfant, ce commun avec la famille, ce commun avec le quartier, ce commun avec cette culture, ce commun avec ce milieu, ce commun avec cette société composite et hétérogène. Quelles ressources je vais mobiliser en moi-même pour y parvenir? En quoi je vais pouvoir en moi-même me réconcilier avec ce qu'il y a d'étranger et de différent en moi-même pour pouvoir aborder ce qu'il y a d'étranger et de différent chez autrui? Comment je vais pouvoir accepter en moi-même justement cette hétérogénéité pour pouvoir justement comprendre l'hétérogénéité chez autrui? Les professionnels aujourd'hui, d'après moi, doivent développer différentes proximités avec leur public. La première proximité, elle est géographique. Les professionnels sont dans les institutions, les publics sont dehors. Comment on fait pour qu'ils se rejoignent? Dans notre association, nous qui faisons du travail de rue, nous assistons à la dérive des services sociaux. On ne leur jette pas la pierre, on va les voir, ces braves assistantes sociales. On accompagne le public auprès d'elles et elles se plaignent. On ne peut plus sortir de notre bureau. On a des procédures on est obligé d'appliquer la procédure. Notre métier est devenu extrêmement schématisé. On doit appliquer des règles et des règlements. Ces professionnels ne sont plus ingénieurs de leur propre pratique. Ces professionnels ont été prolétarisés. Ils nous disent, on regrette que ça se passe comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. Ces professionnels voudraient qu'on les plaigne, voudraient qu'on compatisse. Mais ça, c'est pour les plus conscients d'entre eux. D'autres adhèrent, et c'est pire, au discours de rejet, au discours de renvoi. C'est pas notre boulot, c'est pas à nous de nous occuper des pauvres. Renvoyez-les vers les associations humanitaires. Nous voyons ainsi des institutions qui se murent et qui s'enferment. Passons-les en revue. Les centres sociaux, qui devaient être des maisons pour tous, pour faire vivre le quartier, pour faire vivre les familles, pour accueillir, pour créer du commun, beaucoup de centres sociaux en France sont aujourd'hui des centres où il y a des activités. Allez, on va y mettre de la gym douce, un cours de danse orientale pour faire couleur locale. On va rajouter la permanence de l'assistante sociale. On va y mettre la soirée des Portugais. Ils payent pour ça. C'est 10 €. Puis la soirée des Antillais. Ils payent aussi pour ça. Et voilà, vous l'avez, votre centre social. Il tourne. Et la plupart des structures virent comme cela. Nous avons en France toutes ces cantines scolaires qui s'étaient développées pour les enfants de milieux ouvriers. Aujourd'hui, ces cantines scolaires ont bien évolué. Elles se sont améliorées. Moi, la cantine de mon enfance, on était assis sur des grandes tables de 12. Il y avait des dames peu aimables et parfois malodorantes qui arrivaient avec une mixture indéfinissable dans un gros chaudron qui nous en versait une louche. Et on n'avait pas intérêt à dire qu'on n'en voulait pas. Et on n'avait pas intérêt à dire qu'on en voulait plus si par hasard on en voulait plus. De toute façon, c'était irrecevable. Même pas la peine.
Tout ça a bien changé. Aujourd'hui, les cantines sont devenues des restaurants scolaires. Les restaurants scolaires sont devenus des selfs, et même aujourd'hui ils deviennent bio. On n'arrête plus le progrès. Sauf que les enfants des milieux précaires, poum, ils ont disparu. Ils y sont plus. Ils y sont plus parce que, à la place, on y trouve les enfants des classes moyennes, les seuls qui ont encore des parents qui travaillent, les seuls dont on prend en compte l'inscription. Les autres ont des parents à la maison qui ne travaillent pas, qui sont tellement éloignés de l'emploi que les mairies considèrent qu'elles n'ont pas à accueillir leurs enfants. Et ces enfants qui sont dehors, eh ben, ils mangent des chips, ils mangent ce qu'ils peuvent, ils mangent ce qu'il y a dans le frigo quand il y a quelque chose, il n'y a pas vraiment de repas à la maison, et ça passe complètement inaperçu. On a l'impression que les choses continuent encore à bien marcher. Et ce que je vous dis pour ça, je pourrais vous parler des colonies de vacances. Les colonies de vacances qui envoyaient les enfants d'un même milieu, d'un même quartier, vivre ensemble et s'emmerder ensemble pendant un mois, dans des endroits où il n'y avait rien à faire. C'était le bon temps. La mairie avait acheté un château à la campagne. Tous les enfants de la ville devaient obligatoirement y passer un mois d'été. L'horreur, mais ensemble. Et ils se voyaient grandir ensemble. Et ils grandissaient ensemble, avec une conscience d'appartenir à un groupe, à un quartier, à une collectivité, à un milieu. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Chaque ville achète 6 places pour les 13-15 en grande randonnée corse. On va prendre 8 places pour des filles, 7-12 poneys, équitation. On va faire un petit stage via Ferrata pour se donner des émotions, hein, pour les 13-15, etc. Voilà, ouf. Et puis je prends 4 places ici, 3 places là. Toi, tu y allais déjà l'année dernière, tu n'iras pas avant 2 ans. Et combien de temps durent ces merveilleuses vacances? 1 semaine, 15 jours. Voilà l'évolution réelle de la société. Mais est-ce que c'est perçu? Non, ce n'est pas perçu. On ne va retenir que le fait qu'il y a tant de séjours d'organisés, tant, et regardez la diversité des offres culturelles, regardez la diversité des sports, c'est merveilleux. Mais socialement, c'est un désastre. Et nous vivons dans cette société-là qui opère cela. Alors aujourd'hui, oui, il faut recréer du lien social. Oui, il faut refaire un milieu social, un milieu éducatif. Là où les enfants vivent au plus près. Je vous parlais de proximité. La première proximité à rétablir, c'est la proximité géographique. Il faut aller là où sont les enfants. Se poser par terre, en pied d'immeuble, en pied de cité, dans la rue. Là, nous allons voir l'ensemble des enfants disponibles, amenés ou pas par leurs parents, ou par leurs frères, ou par leurs sœurs, ou par eux-mêmes. Première proximité, cette proximité géographique, être là, directement accessible. Et cette proximité, elle implique que je ne désigne pas par avance qui peut être mon client et qui ne peut pas l'être. C'est l'inconditionnalité de l'accueil qui va avec. Je prends tous les enfants qui viennent, quel que soit leur âge. Je mélange les âges. Je retrouve cette vertu de mélanger les âges et justement de pouvoir faire vivre des groupes d'enfants d'âge hétérogène avec tout ce que cela peut produire. Cette proximité géographique, elle est essentielle. Deuxième proximité à établir, proximité culturelle. Comment puis-je m'occuper d'enfants si je ne suis intéressé en rien par leur culture d'origine, par leur histoire, par leur tradition, par ce qu'ils représentent, par leur vie, par leur milieu social et éducatif. Si je ne pense pas que ce à quoi ils s'intéressent est intéressant, comment je vais faire pour m'intéresser à eux? Il est essentiel de pouvoir partager une proximité culturelle avec les enfants avec lesquels nous travaillons. J'ai trop connu, mais vous aussi sans doute, au secondaire, au lycée, les profs qui méprisaient tout ce qui nous plaisait. C'était nul, ça valait rien, c'était pas de la vraie lecture, c'était pas des vrais cinéastes, c'était pas des vrais films, c'était voilà, tout ce qui nous représentait nous était mauvais.
il est fondamental de pouvoir sortir de cette attitude-là. La troisième proximité à développer, c'est une proximité politique. Comment je vais pouvoir continuer à travailler auprès de familles qui souffrent de problèmes de papier, de problèmes administratifs, de problèmes de logement, si d'une certaine façon, je ne fais pas alliance avec ces familles, et si d'une certaine façon, je ne les rejoins pas dans le combat vital qui est le leur. Comment je vais faire pour me sentir proche si je ne peux pas aller vers cette proximité-là? Et là, l'autre proximité, c'est la proximité relationnelle, affective, physique. En France, il est devenu extrêmement compliqué, plus encore que chez vous, de passer des moments de vie quotidienne, chaleureux avec les enfants. Dans beaucoup de structures françaises, on ne peut plus cuisiner avec les enfants et manger ce qu'on a produit. On ne peut plus aller ensemble à la cuisine et faire des choses ensemble. On ne peut plus accueillir les parents au-delà du sas. On a millimétré le nombre de pas que les parents peuvent faire dans la structure. Mais d'abord, il faut avoir mis les chaussons, vous savez. C'est-à-dire les préservatifs sur les pieds, là, qui permettent d'éviter. Je ne sais pas si vous avez les mêmes. On les a dans toutes les structures de la petite enfance chez nous. Hein, et aucune convivialité n'est possible dans la structure. D'ailleurs, on bipe les enfants à l'entrée. Ça, c'est pour la participation de la CAF à leur prise en charge. Ils ont un code barre qu'on fait bip. Parce que quand ils sortent, parce que c'est par heure, vous comprenez, quand ils sortent, on les rebipera. C'est important, comme ça on sait quand ils sont avec nous, quand ils ne sont pas. Et puis la CAF, après, elle sait exactement quoi verser à la structure. Ça marche comme ça. C'est la prestation unique. La CAF, chez nous, c'est la caisse d'allocation familiale. C'est le principal financeur. Mais toujours est-il que cette proximité, ça va plus loin, cette distance. C'est-à-dire que cette proximité physique, faire un câlin à un enfant, lui faire un bisou, surtout si vous êtes un homme, alors là, prenez des risques énormes. C'est-à-dire que les choses sont vraiment rentrées dans les mœurs. Parce qu'on est dans la confusion. On est dans la confusion complètement de justement quelle est la place justement des relations affectives entre adultes, enfants. Comment cela peut-il se jouer? On est dans la confusion. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de professionnels en France vous diront qui refusent tout contact, qui ne font pas de bisous. Par exemple, c'est impossible, c'est niette. D'ailleurs, ils le disent fièrement aux enfants. Hein. L'enfant se jette vers eux, ils disent non, moi tu me serreras la main. Mais par contre, dans la parole peut véhiculer beaucoup de chaleur. C'est les psychanalystes qui disent ça beaucoup. Hein, avec ce côté-là. C'est parce qu'il y a une confusion totale. C'est-à-dire qu'effectivement, on est bien d'accord, en matière de bisous, en matière de câlins, si c'est l'adulte qui a besoin du câlin, il y a un problème. Je suis d'accord, complètement d'accord avec ça. Il vaut mieux qu'il aille chercher ailleurs que chez un enfant. Mais si c'est l'enfant qu'on a besoin, de quel droit l'adulte le lui refuserait? Vous voyez, toute la question, c'est l'origine du besoin. Et ça change tout. C'est pour ça qu'il est inepte de dire que bisous, pas bisous, câlin, pas câlin. La question n'est pas là. La question, c'est pour qui? Et qui en a besoin? C'est ça la seule question. La seule qui compte. Parce que quand on travaille, on est au service des besoins de l'autre. Et on se met au service des besoins de l'autre. Et puis après, son travail est fini, on peut faire autre chose. Mais en tout cas, dans le cadre de son travail, on est au service des besoins de l'autre. Que ça nous plaise ou pas. Vous voyez, c'est cette question-là qui aujourd'hui me paraît absolument fondamentale. La question du milieu aussi. Vous voyez, aujourd'hui, on envisage les relations éducatives de façon de plus en plus individuelle, avec des prises en charge de plus en plus individuelles, des projets d'accueil de plus en plus individuels. La question du collectif, du groupe, est devenue complètement secondaire. Nous utilisons aussi des outils
qui mettent l'autre à distance. Le contrat. Aujourd'hui, tout le travail éducatif français n'a qu'un seul mot d'ordre, le contrat. Le deuxième mot d'ordre, c'est le projet. Alors là, ce soir, je voudrais vous proposer l'idée que nous allons mettre ces deux mots à la poubelle une bonne fois pour toutes. Le contrat et le projet. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Le contrat est, à mon avis, un concept inadapté au travail éducatif, social, relationnel, tout simplement parce que c'est un concept qui vient du droit et qui ne vient pas de l'éducation. C'est un concept de droit, le contrat. Sa sphère de validité, c'est le droit. En particulier le droit commercial et le droit des contrats. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Et pour deux raisons. La première, c'est que quand on est éducateur, quand on est dans l'éducation ou dans le social, on ne travaille pas vraiment avec des gens qui ont le choix. Or, pour qu'il y ait contrat, pour que le contrat soit sincère, authentique, valable, il faudrait que les deux partenaires du contrat soient à égalité. Où est réellement la possibilité de dire non d'une mère avec enfant qui accepte d'être hébergée dans un foyer? Elle va signer son contrat d'hébergement, mais quel autre choix elle a? C'est ça ou la rue? Est-ce que le contrat a un sens ici? Et quel sens il a? Quand on impose des contrats aux enfants, quel est le sens? Ont-ils vraiment le choix? Peuvent-ils vraiment faire autre chose? Quel est le sens de ce mot contrat? Et l'autre problème avec le mot contrat, c'est la question du donnant-donnant. Vous voyez? C'est-à-dire on est dans une société où on est beaucoup dans le donnant-donnant. Vous faites ceci et nous on peut faire cela. Vous vous engagez à ceci et nous nous engageons à cela. Et puis on va décliner ça dans la relation individuelle. Qui, moi je l'ai fait aussi, mais qui spontanément n'a jamais dit à un enfant, surtout quand on est animateur, vous voyez, quand on commence et on dit « Ah, vous savez les enfants, avec moi ça va être très simple. Hein. Si vous êtes sympa avec moi, moi je vais être sympa avec vous. » C'est comme ça. Hein. Si vous êtes cool, je vais être cool. Mais alors par contre, si vous m'embêtez, vous allez voir. Ça, c'est la forme la plus élémentaire du contrat. Le donnant-donnant. Et vous voyez pourquoi ça pose problème en éducation. Parce qu'on est en miroir. Parce qu'on est dans la symétrie. Parce que l'éducateur, l'adulte, se met à ce moment-là au même niveau que l'enfant. Tu fais ça, je fais ça. Action, réaction. Or, c'est pas ça être éducateur. Être éducateur, c'est maintenir sa pédagogie, quelle que soit la réponse de l'enfant. Être éducateur, c'est avoir un coup d'avance sur lui. C'est savoir où on va quand lui ne sait pas où on va. C'est ne pas déduire notre propre comportement du comportement de l'enfant. De très nombreux enseignants sont en difficulté avec leurs élèves et quand ils parlent de leurs difficultés, ils disent qu'ils ne voient pas comment ils pourraient en sortir de leurs difficultés parce qu'ils vont vous dire, vous comprenez, qu'est-ce que vous voulez faire quand quelqu'un vous dit ça? Quand quelqu'un vous insulte, alors vous faites quoi? Quand quelqu'un vous manque de respect, alors vous faites quoi? Vous voyez, le problème, c'est qu'ils pensent que leur attitude à eux doit être la réponse à l'attitude de l'élève. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'attitude indépendante. Ils n'ont pas de pédagogie. Et donc du coup, ils sont toujours dans le coup par coup, dans le miroir, dans l'écho. Et ça ne peut qu'aller en affrontement. Alors que si on sait où on va, eh bien justement, l'attitude de l'enfant. Fondamentalement, en éducation, il ne peut pas y avoir de contrat parce qu'il y a dissymétrie. Je suis l'adulte, je suis l'éducateur. Donc c'est moi qui dois. L'enfant, lui, il peut. Il ne doit pas. Vous voyez la différence? Il y a dissymétrie. On n'est pas dans des relations symétriques. Et justement, le contrat vient participer de la mise à distance de la plupart des problèmes éducatifs. Après, mais c'est plus hors sujet, j'aime pas trop non plus la notion de projet. De ça, on pourrait peut-être en discuter davantage, mais pour vous l'expliquer pourquoi j'aime pas la notion de projet, je vais vous faire vous rendre compte d'une chose élémentaire.
c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moins vous avez d'avenir, plus on vous demande d'avoir de projets. Toujours. On demande toujours à ceux qui n'ont pas d'avenir d'avoir des projets. Si vous avez un avenir, pas besoin de projet, tout va bien pour vous. Vous n'avez pas d'avenir, vous avez intérêt à avoir des projets et à être capable de les défendre. Voilà. Le problème du projet, c'est qu'à mon sens, ça vient cacher autre chose. Alors il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais peut-être que c'est plus dans le dialogue qu'on va pouvoir continuer, parce que j'ai bien conscience que j'assène des trucs comme ça, et puis c'est facile de ma place, et c'est mieux évidemment si on peut en discuter ensemble. Peut-être dire un mot quand même de la pratique depuis laquelle je parle. Le travail éducatif dont je vous parle, qui se fait dans la proximité, c'est ce travail de rue que mon association, par exemple, mène à Longjumeau, mais elle n'est pas la seule. D'autres le font. J'ai vu pas plus tard qu'aujourd'hui à Lausanne, justement, un terrain d'aventure absolument merveilleux qui se monte, et puis avec des choses qui se font tous les ans, et c'est tout à fait dans le même esprit et dans la même dynamique. Ce travail de rue que nous faisons, c'est un travail inconditionnel, où nous accueillons tous les enfants et leurs parents dans les espaces publics. Inconditionnel, ça veut dire que les enfants n'ont pas besoin d'être inscrits, qu'ils n'ont pas besoin d'être amenés par leurs parents, qu'ils n'ont pas besoin d'être autorisés. Inconditionnel, ça veut dire qu'on les accepte tous et qu'ils peuvent aussi repartir quand ils veulent. On ne les garde pas. On est dans cet espace-là de coéducation commun dans l'espace public. Ce travail-là, nous le faisons aussi pour la petite enfance. Nous nous sommes rendus compte que de plus en plus de parents de milieux précaires n'accèdent pas, en tout cas pas en France, aux structures d'éducation de la petite enfance. Les places en crèche sont réservées aux parents qui travaillent, les places en assistante maternelle à ceux qui ont de l'argent. C'est très simple. Les assistantes maternelles, elles, sont celles qui n'ont pas d'argent, et quand elles habitent un quartier difficile, souvent elles n'ont pas non plus d'enfants. Elles ont l'agrément, mais pas d'enfants. Voilà un peu la réalité dans laquelle nous sommes. Et que deviennent les jeunes enfants ? Les jeunes enfants, ils sont toujours gardés un peu comme ils peuvent, par les uns, par les autres, souvent ballottés et privés d'espace d'éveil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir d'un côté des structures de la petite enfance qui deviennent de plus en plus rigides, qui prennent la grosse tête, qui nous explique qu'on ne peut pas parler à un enfant comme ça, c'est pas possible, qu'on peut pas le prendre dans les bras de sa mère sans avoir fait un travail d'adaptation de 3 semaines préalables, que c'est pas possible, qu'on ne peut pas moucher un enfant dont on n'est pas référent, ça va le traumatiser. Qu'un stagiaire ne peut pas se permettre de porter un enfant qui est tombé par terre, mais quelle intrusion, c'est inadmissible. Et alors, il y a des structures où on se raconte ce genre d'histoire, et à côté de ça, il y a un océan d'enfants dont tout le monde se fout, mais tout le monde. Je vous parlerai des enfants roms, si vous voulez, on travaille beaucoup avec les enfants et les familles roms. Et on ne voit pas où est le problème. C'est extraordinaire tout ce qui n'est pas possible à un endroit et dont on se fiche complètement dans un autre. Franchement, ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup à réfléchir. Et donc nous, ce que nous faisons dans l'espace public, c'est que nous mettons en œuvre des espaces d'éveil. Nous mettons des tapis d'éveil sur le sol, nous installons des grandes tentes, des auvents, nous accueillons les enfants de tout âge, mais les plus petits aussi. Les plus petits, on leur destine aussi des espaces un peu privilégiés, un peu à eux, parce qu'effectivement, ils en ont besoin, ne serait-ce que pour pouvoir être sur le ventre, bouger, et avoir l'environnement qui leur convient, mais ils sont à côté des autres, parmi les autres, ils ne sont pas dans un ghetto. Et tout cela se fait en milieu ouvert à tous et toute l'année. On a créé un camion qui s'appelle le DAEV, le droit d'accès à l'éveil, et ce camion en fait contient de quoi projeter dans l'espace public un jardin d'éveil en plein air.
Il contient aussi une cuisine tout équipée, on peut sortir, le lavabo, la gazinière, le plan de travail, et avec les parents, les gens, on prépare des gâteaux qu'on mangera ensuite tous ensemble, on fait chauffer le thé qu'on boira ensemble, etc. Ce sont des espaces de convivialité qui recréent du milieu social et qui permettent d'être des repères. Ce travail-là, on ne le fait pas que l'été, on le fait été comme hiver, même sous la neige, même sous la pluie, toute l'année. Et on garde les règles de ce que nous appelons, nous, la pédagogie sociale, c'est-à-dire la pédagogie de Célestin Freinet, de Janusz Korczak, de Paulo Freire et d'une pédagogue polonaise dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, qui s'appelait Elena Radlińska, qui est la véritable théoricienne de la pédagogie sociale. Et donc, cette pédagogie sociale, nous la déployons, elle a ses règles, elle nécessite que nous soyons toujours au même lieu, à la même heure, à la même place, régulièrement, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, de façon à ce que les enfants puissent s'attendre à nous voir, puissent venir nous voir d'eux-mêmes, puissent grandir en continuant à nous voir, etc. Voilà ce que nous mettons en œuvre. Notre but, c'est de travailler à partir de l'environnement. Nous ne créons pas des institutions. Vous comprenez, notre secteur a trop été hanté par le mythe de la bonne institution. Tout le monde rêve d'une crèche merveilleuse. Tout le monde rêve d'un espace merveilleux avec des belles couleurs, avec du beau matériel, avec des beaux tapis, un endroit où les enfants vivront heureux et tout ça. Non, nous prenons la ville pour crèche. Et nous nous intéressons à la place du jeune enfant dans la ville et pas dans la crèche. Dans la cité, sur le trottoir, dans les espaces publics, où est sa place à ce jeune enfant? À quel moment il peut descendre des bras? À quel moment on le libère de la poussette? Un travail que nous demandons à nos pédagogues sociaux, quand les parents viennent à nos ateliers, c'est les opérations commando pour libérer les enfants des poussettes. Parce que sinon, ça se passe toujours comme ça. Les grands profitent, ils jouent, les petits sont dans la poussette, ils gueulent. Vous avez remarqué. Donc, intervention, on libère les enfants. On les arrache au bras des mères. On les met sur les tapis d'éveil. Et ça se passe très bien. Il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas tout ce qu'on nous a dit. Une fois j'ai visité une crèche. C'était la première fois de ma vie que je rentrais dans une crèche. Même quand j'étais petit, je n'étais pas allé dans une crèche moi-même. Et j'y allais parce que j'avais une étudiante éducatrice qui était en stage. Il fallait donc que j'aille la voir dans sa crèche. Donc je suis rentré. Donc déjà, il a fallu que je trouve des chaussons à ma taille. Et tout ça, ça a été compliqué. Puis alors, on m'a fait visiter la crèche. Et alors, c'était très étonnant parce que c'était tout rose et orange. Et puis, il y avait des cellules. Mais des grandes cellules. Alors les cellules, elles portaient des jolis noms, hein. C'était les framboises, les groseilles. Et alors dans chaque cellule, il y avait un certain nombre d'enfants prisonniers. Tout cela. Et alors c'était assez terrible parce que, en fait, on voyait qu'ils pouvaient dormir derrière des vitres où on pouvait les voir. Et puis on les changeait derrière une vitre opaque pour garantir leur intimité. Puis il y avait un petit jardin derrière où ils n'avaient pas le droit d'aller. Et alors, il y avait la section des bébés, des tout petits, des moyens petits, des moyens moyens, des moyens grands. Et puis alors, au fur et à mesure, on m'initiait au secret de cette institution et on m'expliquait d'un air grave qu'il y avait des tensions dans l'établissement, que plus rien n'allait entre les framboises et les groseilles. Un vrai drame. Alors j'essayais de comprendre la portée de cette nouveauté. Pour moi, on a voulu me faire visiter la cuisine, mais on m'a dit que je ne pouvais pas rentrer. Parce que j'étais pas cachère ou pas halal ou je sais pas quoi. Mais je ne pouvais pas rentrer dans la cuisine. Et que de toute façon, dans la cuisine, on pouvait y rentrer que dans un sens et en sortir dans un autre. Et que de toute façon, il y avait le circuit du propre et du sale. Avec un truc absolument incroyable. Donc bref, j'ai appris énormément de choses. J'ai remarqué aussi que les poignées de porte étaient faites de telle façon qu'aucun enfant ne puisse s'en servir. Et j'ai compris que j'étais dans un quartier de haute sécurité. Et dès lors, je me suis dit, il faut libérer les jeunes enfants. Je vous remercie.